un mec qui parle trop. Frontière de YouTube. Sa mission, se parler à lui-même sur Internet. Et faire des podcasts, au cas où, si quelqu'un veut écouter. Bonjour et bienvenue pour ce de la série HO. La série d'aujourd'hui s'appelle Star Trek Discovery saison 2. Et oui, j'avais déjà fait un podcast sur la saison 1 il n'y a pas longtemps. Et ben on s'est envoyé la saison 2 rapido avec ma compagne. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc ça valait le coup pour moi de vous parler de cette saison 2 en bien et en mal. Il y a du bon, il y a du mauvais. Je vous rappelle un petit peu le principe, Star Trek Discovery, donc série télé qui a été au départ diffusée sur CBS, mais en même temps en parallèle sur le système CBS de streaming CBS All Access. Donc toute la saison était disponible sur All Access au moment où la série était diffusée. Elle a été diffusée donc sur la chaîne télé à partir du 17 janvier 2019, mais à la même date, il y avait les 14 épisodes sur le système de streaming de CBS All Access. C'est un tout nouveau système pour que les gens puissent binge-watcher, donc tout regarder quand ils le veulent. Il y a des gens qui se font les séries en 2 jours, il y en a d'autres, ils regardent un épisode par semaine, ça va très bien. Ce qui est très intéressant et qui pose des questions de fond sur l'écriture de ces séries, mais j'y reviendrai, et on voit bien dans l'écriture de Star Trek Discovery que ce qui gagne au final, c'est quand même le principe de la diffusion télé, mais je reviendrai là-dessus juste après. Donc ça a été diffusé à partir du 17 janvier 2019, et j'ai vu la saison 2 en version française, donc à la télévision. Juste pour le principe et pour aller au bout de ce que j'essayais de vous dire, les chaînes télé ont tendance à... c'est logique, quand on a un épisode par semaine, il vaut mieux créer ce qu'on appelle un cliffhanger en fin d'épisode, un moment de suspense intense qui nous donne envie d'attendre et de revenir devant notre bon vieux poste de télé, se manger toutes les pubs qui vont avec et toutes les advertising qui payent la chaîne et qui contrôlent l'univers, et donc de voir la suite de la série. Donc, en général, c'est ce principe-là qui a été favorisé, bien sûr, pour Star Trek Discovery, chaque épisode finissant par, en général, un cliffhanger assez fort pour pouvoir donner envie de voir la suite. Je dirais presque que c'est le cas dans quasiment tous les épisodes. Il y a 14 épisodes dans cette deuxième saison, c'est à peu près ça. Par contre, le nombre d'épisodes, 14 épisodes, porte à croire que c'est aussi une série qui a été pensée pour le streaming. Comme je vous l'avais expliqué, il y a en général, les séries sont pensées en saison ou demi-saison à 7, 14 épisodes pour une saison complète, comme par exemple The Walking Dead ou autre, pour tenir grosso modo un peu plus de 2 mois et demi, 3 mois, en comptant les breaks éventuellement de l'été, ou alors les fêtes de fin d'année. Et sinon, on a les séries feuilletonesques qui, elles, vont carrément jusqu'à 24 épisodes par saison, qui vont être coupés en 2 x 12, grosso modo, histoire, 2 x 12 grands axes, selon la saison, et qui vont couvrir le reste de l'année et qui vont être beaucoup plus étendus, donc 24 épisodes, comme vous vous en doutez, vous divisez par ça par 4, par un épisode par semaine en moyenne, et vous obtenez quand même une grosse partie de l'année qui est couverte, c'est-à-dire quasiment la moitié de l'année. Donc tout ça pour dire, ce côté 14 épisodes, ça ressemble pas trop à de la diffusion télé, ou à peine, on est un peu dans du Walking Dead, la saison 1 faisait 15 épisodes, vous voyez, il se laisse pas mal de liberté. Je parlerai après d'un souci technique que j'ai eu, mais alors, peut-être que c'est moi, je sais pas, ou j'ai peut-être pas compris, ou j'ai peut-être raté un épisode en chemin, mais il me semble que sur j'ai vu les 14 épisodes, et à un moment donné, dans les derniers épisodes, il y a une sorte de... ce qui s'était passé avant dans Star Trek Into Darkness, et il y a vraiment un personnage que je n'avais pas vu, il y a eu visiblement un épisode autour de ce personnage, je sais pas où il est passé, alors voilà, il faudrait que je cherche éventuellement si c'était sur le All Access, un mini-épisode ou autre chose, ou un hors-série, entre les 2 saisons, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a manqué au moment de la résolution de l'intrigue. Il faudra que je cherche un peu pourquoi ça a été pensé comme ça. Tout ça pour dire, ce principe de diffusion télé, streaming a une identité, mais heureusement n'a pas dérangé l'écriture de la série Star Trek Discovery. Revenir sur cette saison 2, c'est aussi évoquer, vous reparler rapidement des créateurs de la série, de mes copains Alex Kurtzman et Bryan Fuller. Pourquoi? Alors, je vous rappelle juste un petit peu leur pédigré. Alex Kurtzman, c'est notamment un producteur de séries télé, mais un scénariste surtout qui s'est fait connaître à l'époque, Hercule, Xena la guerrière, donc il a pas mal bossé avec Sam Raimi, et qui a commencé à bosser très très tôt avec J.J. Abrams sur Alias, avant d'être intronisé dans la série, notamment Star Trek par J.J. Abrams, avec le film Star Trek de 2009, mais il a aussi entre-temps fait les scénarios de The Island, La Légende de Zorro, Mission Impossible 3 avec J.J. Abrams, Transformers 2, bref, un mec qui a eu le vent en poupe à un moment donné, qui a bien marché, avant d'être le scénariste le créateur de la série Star Trek Discovery. Et en parallèle de ça, il était accompagné dans ce projet par Bryan Fuller. Bryan Fuller aussi scénariste avec Le Vent en Poupe, qui lui a été vraiment un scénariste de longue date sur Star Trek, avec Deep Space Nine, des épisodes sur la série Deep Space Nine, beaucoup d'épisodes sur la série Star Trek Voyager, des épisodes sur la série Dead Like Me qui a eu beaucoup de succès, sur la série Heroes,
Pushing Daisies, Hannibal aussi, dont il est le créateur si je ne dis pas de bêtises, et aussi sur la saison 1 d'American Gods qu'il a quitté. Et donc, je dis ça parce qu'il a quitté American Gods pour différent avec la production, la saison 2 ayant été, selon ce que j'ai entendu, bien moins bonne que la première. Si je la vois, j'en parlerai, parce que la saison 1 d'American Gods était particulièrement intéressante. Et il a donc quitté, pas avec perte et fracas, mais ça a fait un petit bruit, l'écriture de la saison 2 de Star Trek Discovery. Il y a visiblement eu un bisbille entre lui et Alex Kurtzman, à tel point que la saison 3 sera donc écrite et co-scénarisée par la productrice Michelle Paradise, avec Alex Kurtzman aux manettes. Donc il a quitté, grosso modo, d'après ce que j'ai compris, la phase de finale d'écriture de la série, ce qui porte à croire qu'il n'était pas d'accord avec la conclusion de cette saison 2 pour différentes raisons, ce que je peux entendre. Et comme c'est un scénariste, c'était le scénariste emblématique qui donnait un petit peu qui rassurait les fans sur le fait que Star Trek Discovery allait respecter les séries canons de la série Star Trek, puisque comme je disais, Alex Kurtzman était scénariste sur Star Trek depuis milieu des années 90, qui est quand même un sacré pédigré. Et ben ça a fait pas mal flipper les fans, et au vu de la tournure scénaristique de Star Trek Discovery saison 2, je pourrais l'entendre. Donc on s'est retrouvé essentiellement avec Alex Kurtzman à l'écriture et à la conclusion de l'écriture de cette saison 2, mais avant de vous parler un peu plus avant de cette série, on va d'abord vous pitcher ça rapido. Alors je préviens tout de suite, ça va spoiler légèrement la saison 1, mais ça devrait pas être trop grave. Donc en ce début de saison 2, la guerre est terminée, et je ne vais pas dire laquelle, comme ça vous regarderez la saison 1. La guerre est terminée, et Michael Burnham a été donc gracié des différentes offenses qu'elle avait fait à Starfleet, puisqu'elle a permis elle a permis à la guerre de se terminer, tout simplement. Elle a été un élément déterminant dans la fin de cette guerre. Et donc, très très vite, le Discovery, Starfleet reçoit les signes de 7 grandes manifestations qui se produisent dans toute la galaxie. Et le Discovery étant le seul vaisseau capable de voyager à cette distance aussi rapidement, il est donc affecté à cette mission. Mais le Discovery n'a plus de capitaine depuis la fin de la saison 1, et c'est donc le capitaine Christopher Pike, capitaine du non moins célèbre Enterprise, qui se retrouve à être capitaine temporaire du Discovery, le temps que l'Enterprise soit réparé, puisqu'il a été endommagé, si je ne dis pas de bêtises, pendant la guerre. C'est donc armé de ce nouveau capitaine très différent, avec un esprit ouvert, un homme avec des principes très très forts, mais alors vraiment un principe moraux presque rigide, que le Discovery commence à enquêter sur ces différentes anomalies qui ont en leur sein un être assez singulier, connu sous le nom de Spock Jenkins, le bras droit de Christopher Pike, mais surtout le frère par alliance, en quelque sorte, le frère adoptif, le frère, en quelque sorte, de Michael Burnham. Et oui, grosse révélation qui a fait bondir les fans, et on va tout de suite passer à la critique. Vous allez voir où je vais en venir. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu je vais répéter certaines choses de ma critique de la saison 1 que je vais vous mettre en lien, donc je vais faire court. Les décors sont toujours très très bien gérés, on sent que la série a vraiment des moyens et sait bien les utiliser. Donc j'ai trouvé que comme dans la saison 1, on avait globalement une très bonne utilisation des différents décors. La série ayant franchi un cap, je trouve, dans ses moyens techniques, et probablement dans ses moyens financiers, puisque la saison 1 a très bien marché, a été un gros succès. On sent que c'est présent, ils vont sur plus de planètes, on voit plus de vaisseaux. Dans la saison 1, on avait des excellentes intrigues qui se duraient sur 2-3 épisodes avec des principes métaphysiques, et c'était assez génial, mais c'était aussi une manière de montrer que la série avait peu de moyens, et que donc elle était en quelque sorte limitée, et ne pouvait pas se permettre de taper chaque épisode sur une nouvelle planète. Là, je trouve dans cette saison 2, c'est plus flagrant que la série peut se permettre de faire plus globalement, et c'est grâce notamment au budget qui permet de faire plus de décors. Donc voilà, grosso modo, dans cette saison 2, il n'y a pas grand chose à dire sur les décors, c'est toujours efficace. Je trouve toujours qu'il y a ce très beau travail de liaison entre cette série actuelle et la très ancienne série Star Trek, la première série avec Spock, Kirk et ainsi de suite, et qui était vraiment la toute première série. Et je trouve qu'ils ont réussi comme un bel alliage dans le design. On sent le côté notamment, ça doit se passer avant le premier Enterprise, notamment dans le côté un petit peu kitsch des ordinateurs, de la salle de pilotage qui a été pensée dans la même taille et qui n'aurait pas besoin du tout pour être efficace d'être aussi grande, aussi colorée, ainsi de suite. Ça ressemble vraiment à la série
de base dans l'idée. Et on a droit, puisqu'on parle des décors, à quelques scènes dans l'Enterprise refaite, l'Enterprise de Christopher Pike, donc celle du pilote de la série originale, hein, pour les fans hardcore. Et on voit avec plaisir les codes de couleurs revenir, les fameuses chemises jaunes, bleues, rouges, et ainsi de suite, qui dans le Discovery étaient un petit peu abandonnés pour un style un peu plus moderne, tout en ayant des codes colorés un peu plus neutres, un peu plus aussi adultes, avec des noirs et des blancs, des choses beaucoup plus fortes. Cette saison-là, il y a aussi l'occasion de rencontrer le système d'espionnage de Starfleet, qui est assez intéressant, qui s'appelle la section 31, si je ne dis pas de bêtises, dont c'est un sigle de Starfleet noir, alors c'est pas très subtil, mais dans l'idée, on a des dialogues, encore une fois, d'une grande finesse, non, c'est pas de la finesse, mais disons que de qualité, tout simplement, sur la nature de Starfleet, c'est-à-dire que pour maintenir une démocratie vraiment avec des principes très forts, humanistes, et ainsi de suite, et toujours dans le développement, l'amiral de Starfleet, à un moment donné, notamment, admet qu'il faut des gens avec des principes très forts et très droits, comme Christopher Pike, mais qu'il faut aussi une part des gens qui font du travail un peu plus sale, un peu moins recommandable, comme de l'espionnage ou autre. Donc c'est un point de vue très intéressant et très discutable, hein. Je suis sûr que les fans de Star Trek ont dû bondir en voyant ça. L'idée même de Star Trek et de Starfleet étant une idée très à gauche, très horizontale et basée sur une sorte de transparence qui interdit l'espionnage comme principe. Donc je reviendrai là-dessus quand j'analyserai le scénario. Mais tout ça pour dire, on est donc aussi avec la section 31, et qui donc, comme c'est une équipe d'espionnage, a un design plus sombre, des systèmes de camouflage, évidemment, qui sont basés sur le fait de devenir invisible et des choses comme ça. Donc c'est globalement bien foutu, c'est une bonne saison. Alors, je fais tout de suite la parenthèse, effectivement, la section 31, c'est pas très subtil, mais je trouve que la conclusion de la saison revendique bien la nature de la section 31, et du coup, c'est intéressant. Bref, je trouvais que ça valait le coup malgré tout, et ça boucle un peu la boucle, même si je vais faire des critiques là-dessus dans la version scénario. Donc voilà, je fais un petit peu la boucle sur le décor. On va faire un tout petit point sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux, pour moi, de cette saison sont bons. Il y a notamment un truc principal qui est la tête des Klingons, qui a été... il y avait eu beaucoup de critiques, les fans avaient été tombés à bras raccourcis sur la série, en disant que grosso modo elle respectait pas du tout les canons, avec des Klingons qui étaient essentiellement rasés, qui avaient des têtes très minérales, là où la série originale leur donnait des poils, des cheveux et ainsi de suite. On était dans quelque chose d'autre, et on sent vraiment qu'il y a eu un revirement pour suivre quelque part les fans, bien placé dans le scénario, c'est-à-dire que comme la guerre est terminée, que le système Klingon est devenu un peu différent, on voit clairement à un moment donné des personnages de Burnham demander à un personnage dont je ne vais pas éventer l'histoire parce que ça serait spoiler la saison 1 et la saison 2, ce serait dommage. Ah tiens, les Klingons laissent repousser leurs cheveux, machin, ils disent oui, ils sont sortis de période de guerre, et donc c'est devenu un symbole, et ils ont fait entrer ça de manière, je trouve, relativement subtile dans l'écriture. C'était peut-être pas le cas au départ, mais au final, ça rentre bien dans le scénario et dans l'écriture de la série. Donc voilà, je pointais essentiellement ça. Les effets spéciaux sont très très bons. Globalement, on a des explosions de planètes, et il y a toute une intrigue autour du voyage temporel. Ça donne lieu à des super effets spéciaux métaphysiques, de ralentissement, de vide, de trous de verre, enfin un vrai kiff. Je sais pas trop quoi dire à part que c'est très bien fait, et voilà, donc on sent vraiment que c'est une série qui a de gros moyens, et je pense que ces moyens sont utilisés pour de bonnes raisons, puisque j'ai craché la pilule avant de le tirer dans la partie scénario, mais une grosse partie de cette saison tourne autour des voyages temporels. Voilà, je ne vais pas dire que vous avez déjà compris ce qui se passe entre le Michael Burnham et Spock, parce que dans la série originale, Spock n'a jamais évoqué, même de loin, le fait qu'il avait une sœur adoptive, donc c'est un peu fort de café, donc vous comprenez l'idée. Il va y avoir du voyage temporel là-dedans, vous êtes assez intelligent pour savoir comment ça peut éventuellement se conclure. Je vais passer au casting rapidement, parce que je l'avais déjà évoqué dans la saison 1, il y avait du bon taf, et on va enchaîner juste derrière avec le scénario et vraiment la critique globale de la série que je peux faire maintenant, sachant que, voilà, encore une fois, je vous reporte à ma critique de la saison 1 qui explique un peu plus de choses que ce que je vais en expliquer là, aujourd'hui. Le casting, les acteurs principaux reviennent, ce n'est qu'à Martin Green dans le rôle de Michael Burnham, toujours excellent dans le rôle, je trouve, et qui, dans cette deuxième saison, gagne encore en densité, notamment dans le rapport à son frère, Spock, qui est pour le coup une relation
très intéressante, très bien écrite. J'ai personnellement beaucoup apprécié ce qu'ils ont choisi de faire de Michael Burnham à partir de cette relation, c'est-à-dire toujours interroger sa double nature, puisque, comme je vous spoile pas, mais l'histoire intéressante, c'est que le personnage de Michael Burnham étant le personnage principal, elle a été élevée parce que, bon, grosso modo, ses parents sont morts, et elle a été élevée par les parents de Spock. Dans la première saison, on s'était essentiellement tourné autour du fait, puisqu'on ne savait pas que Sarek, son père Vulcain, était le père de Spock. On savait juste que Sarek avait une mère humaine, et que donc Michael Burnham avait été élevé par eux aussi. Mais on ne savait pas plus que ça, et donc il y avait tout ce truc du fait qu'elle était humaine, qu'elle ne pouvait pas du coup accéder à des choses qui étaient promises à des Vulcains, et donc qu'elle en nourrissait une certaine tristesse et une frustration vis-à-vis de son père, et c'était globalement bien écrit qu'elle avait toujours ce travail à faire entre sa nature humaine et sa nature vulcaine, avec notamment James Frain dans le rôle de Sarek. J'en avais pas parlé dans ma critique de la première saison, mais qui était pour le coup très bien, et qui arrivait très bien à rendre ce rapport étrange entre Michael et Sarek. Donc c'était très intéressant. Et là, dans cette saison 2, on élargit, puisqu'on se rend compte que Sarek n'est autre que le père de Spock, et toute la relation entre Michael et Spock va donc se développer autour d'une intrigue assez complexe, puisqu'ils ont un rapport assez agressif l'un envers l'autre, et ça donne lieu à vraiment certains des meilleurs dialogues de la saison, sans aucun doute. Alors je suis obligé de faire la parenthèse fan tout de suite. Je suis pas fan, mais je sais que les fans ont dû pour le coup souvent tomber de leur chaise en voyant Spock dire certaines choses, on voit un Spock grosso modo agressif, il lui arrive des trucs assez dingues, alors que dans la série originale l'idée c'était que Spock était une sorte de Vulcain parfait avant de rencontrer, qu'il avait une mère humaine certes, mais que ça l'avait peu influencé, et que c'était au final essentiellement l'influence de James T. Kirk qui l'avait nuancé, appris à être meilleur qu'il ne l'était, à devenir un meilleur être vivant que simplement un Vulcain parfait, et ainsi de suite, blablabla. Là, clairement, la série fait un grand détour en disant que Michael Burnham a eu énormément d'influence sur Spock, quasiment plus que James T. Kirk, ce qui est pour le coup est un peu une insulte faite à la série originale. Donc je comprendrais qu'il y ait des fans qui claquent la porte en disant que c'est n'importe quoi et qu'ils auraient mieux fait de pas aller aussi loin. Moi je trouve que ça donne à cette série beaucoup de corps, beaucoup d'intérêt, et tant pis si ça dérape un petit peu sur ce qu'est Spock. Je trouve que ça reste quand même un excellent prétexte pour voir le personnage revenir et pour avoir donné lieu à de très bonnes séquences entre eux, notamment parce que Ethan Peck le joue très très bien, n'a pas forcément de ressemblance directe avec Leonard Nimoy ou Zachary Quinto. Ma compagne me disait à juste titre que il ressemble aux deux, et que je trouve que c'est exactement ça. Je pense que s'ils ont pensé le casting comme ça, c'est une très bonne idée, hein, puisque aussi bien les fans de la première heure qui adorent Leonard Nimoy ont pu s'y retrouver, que ceux qui, comme moi, aiment beaucoup aussi ce que Zachary Quinto a proposé. En tout cas, Ethan Peck n'a pas à rougir de son interprétation de Spock, elle est très bonne, et toute la saison, elle donne beaucoup de qualité à la relation qu'il a avec Soneca Martin Green dans le rôle de Michael Burnham. Le reste du casting, je trouve, fait le taf. On a notamment Doug Jones toujours dans le rôle du commandant Saru, qui vit vraiment des choses encore déterminantes cette saison et qui le fait très très bien, qui est vraiment mis en avant dans la saison à plein d'endroits. Il y a des séquences assez dingues où le personnage qui était très dont la principe même de sa nature et de sa race est d'avoir peur, et on a des séquences où il gagne en courage, il commence à devenir même agressif, et ça fonctionne super bien. On a des séquences de tension qui sont de grande qualité. Bref, Doug Jones, décidément un acteur passionnant à voir, et qui est capable à travers les prothèses, de faire des choses très intéressantes. Parenthèse que j'avais oublié quand même sur la question technique, je trouve que certains des masques, et notamment le masque du commandant Saru dans la saison 2, est moins détaillé, moins efficace. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était moins bien fait, la bouche notamment avait l'air beaucoup plus grossière. Bref, j'étais vraiment pas fan du principe. Je vais pas faire tout le casting, mais grosso modo, les différents acteurs font vraiment bien le taf. On a Mary Wiseman dans le rôle de l'ancienne Sylvia Tilly, qui est très très bien encore une fois. Enfin voilà, on a les cadres qui reviennent, le lieutenant Stamets aussi, qui encore une fois est bien dans la saison. Un peu en retrait, je trouve, dans cette saison-là par rapport à la saison 1, mais sa relation notamment avec le Dr. Culbert est très, très intéressant encore une fois. Bref, et Michelle Yeoh qui revient encore une fois dans le rôle de Philippa Georgiou, et qui est excellent, et je spoilerai pas pourquoi, mais je la trouve vraiment super. C'est dommage qu'elle ait pas fait plus de rôles de ce genre-là. Donc Michelle Yeoh encore une fois excellent dans ce rôle, mais le vrai sujet du casting, et peut-être le sujet principal de ma critique, sera donc le capitaine Christopher Pike,
qui est donc très présent dans la saison, puisque c'est le capitaine du Discovery pour cette saison 2. Il est joué par Anson Mount, acteur qui au départ m'a fait un effet mitigé. Je trouvais, je vais être clair, la saison 1 tournait autour du personnage du capitaine Lorca, qui était joué par Jason Isaac, personnage ambigu, plutôt violent, plutôt ambivalent, souvent avec des décisions assez étranges, avec une ambition et un côté sombre qui était rarement présent dans les capitaines principaux des séries Star Trek, qui n'étaient juste jamais présents, hein, tout simplement. C'était souvent des redites différentes, mais grosso modo de James T. Kirk. Les différents capitaines qui sont passés ensuite dans les différentes séries, hein, que ce soit Scott Bakula, Patrick Stewart et d'autres. Mais là, pour le coup, il apportait vraiment quelque chose de différent. Là, avec le Captain Pike, on revient quelque part vers quelque chose qui est plus l'identité de Star Trek, un capitaine avec plein de principes. On dit plusieurs fois dans la saison qu'il a des principes tellement forts qu'il en devient même par moments trop rigide, quoi, qu'il manque de nuances, que le monde n'est pas aussi blanc et noir, pas aussi simple à gérer. Et effectivement, au moins la série l'assume. Mais c'est clair que ça enlève un peu de tension par rapport à la saison 1 où le capitaine Lorca était plus ambigu, plus complexe et laissait par moments des doutes sur sa motivation, sur ce qu'il voulait faire, sur sa manière d'être. Là, on est vraiment dans un cliché de Star Trek et ça diminue un peu l'intensité de cette saison. C'est vrai. Sans compter que Anson Mount est un bon acteur, mais un jeu d'acteur qui est pensé pour être un peu une sorte de miroir déformé de James T. Kirk, donc ça reste quelque part un peu daté, même s'il fait le taf, ça reste quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir à la télé, et ça enlève un petit peu de, je pense, d'intensité, de densité à la saison. Heureusement, et je modère tout de suite ce que je vais dire, les intrigues sont très très bonnes. Les différents personnages, comme je l'ai dit avant, du Discovery évoluent de manière très intéressante, et le Capitaine Pike a au final lui aussi un trajet très intéressant dans la série, puisque son bras droit est Spock à la base dans l'Enterprise, donc lui aussi a un intérêt à le retrouver. Il a une relation avec Spock qui est très intéressante, il développe une relation avec les différents membres du Discovery, et une philosophie qu'il découvre sur le Discovery qui est très intéressante, et que la série vend bien. C'est un peu naïf, hein, c'est un pour tous et tous pour un, mais la série le fait bien, et comme ils sont confrontés à des problèmes souvent très très limites, et je trouve que la série le fait bien, et ben on comprend pourquoi lui aussi finalement finit par être charmé, finit par faire partie de cette équipe et va jusqu'à très très loin dans la série poussant, je trouve, le personnage vraiment dans ses derniers retranchements, notamment dans les derniers épisodes. Bref, oui c'est vrai, c'est forcément moins intriguant comme saison, mais je trouve que j'ai trop vu à gauche à droite des critiques dire que le fait d'avoir mis Christopher Pike était une mauvaise idée, notamment parce que la série de Star Trek Discovery, hein, il y a un début d'épisode qui reprend littéralement des éléments du pilote qui avait été tourné avec Christopher Pike pour les inclure dans l'histoire de Star Trek Discovery. Et ça, je sais que ça a fait beaucoup grincer des dents, qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est débile. Dans la série canon, Christopher Pike n'existe pas, il n'a pas eu de présence dans la série. Au final, c'était Captain Kirk dès le début et c'est bien dit dans la série. C'est que les films justement de J.J. Abrams et consorts, donc Alex Kurtzman et toute la bande, qui ont commencé à inclure Christopher Pike dans l'histoire canon, mais il l'a jamais été. Enfin, voilà, donc ça a été vivement critiqué, et je comprends, puisque les séries, encore une fois, je répète ce que je vous disais dans ma critique de Star Trek Discovery saison 1, les séries Star Trek sont supposées toutes se suivre de manière canon. Elles sont dans le même univers, dans la même ligne temporelle, même si elles font des allers-retours, des machins, des trucs, elles sont supposées être cohérentes les unes avec les autres. La série de films avec Zachary Quinto et consorts, ayant choisi dès le départ d'être une branche temporelle différente, elle avait moins choqué, elle avait pu se permettre beaucoup de liberté. Cette série-là veut clairement être dans l'axe temporel de la série canon. Du coup, forcément, quand tu fais ce genre de détours qui ne sont pas supposés exister dans la série canon, les fans te tombent dessus. Mais je trouve que, personnellement, ça ne dérange pas ce que la série veut raconter, et au final, c'est pour le mieux. Je trouve que ça donne de la qualité à la série, ça lui donne de la densité, ça lui donne de la complexité, dans le bon sens, et au final, ce Captain Pike, je l'ai bien aimé, et j'étais bien content de traverser la saison avec lui. C'est sûr que c'est pas le personnage le plus intéressant, et je pense que c'est voulu dans l'écriture. Finalement, c'est les trajets qui nous intéressent sont les personnages du Discovery qu'on a déjà vu dans la saison 1. C'est Burnham, Saru, Tilly, Stamets, c'est toute la bande. C'est vraiment eux qui, plus les personnages qui étaient un peu en second plan dans la saison 1 et qui commencent à devoir un peu plus de présence, comme le lieutenant Detmer, et ainsi de suite, le pilote et tout ça. Donc c'est vraiment
eux qui prennent la place avant de la série, et c'est pour ça, je pense qu'au final, on suit la série, mais je pense que ce serait dur de dire, comme beaucoup, je l'ai lu un peu à gauche à droite, que le Capitaine Pike enlève de la qualité de la série, qu'en plus c'est une contradiction avec la série originale et tout ça. Je pense pas que ce soit vrai, et je pense que Anson Mount fait finalement bien le taf dans ce cliché de capitaine de Starfleet. Starfleet c'est autre chose. C'est, comment dire, les camions dans l'espace, bref, on s'en fout. Hashtag connerie. Et c'est plutôt un capitaine de cliché qui est supposé renvoyer à James Sticker, et il le fait bien, il renvoie à ça. Il renvoie à William Shatner, il renvoie aussi... j'ai oublié l'acteur qui joue... j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue James Sticker dans les films. En plus, j'aime beaucoup cet acteur. Bref, peu importe. Donc lui, je vous remettrai de toute façon ma critique de la trilogie Star Trek de J.J. Abrams et Justin Lin dans les commentaires, donc vous pourrez aller revoir tout ça. Je parle de cet acteur-là en long, en large et en travers aussi. Voilà pour le casting, mais je trouve que ça parle bien de la qualité globale de cette série, que d'ores et déjà, vous avez compris, cette saison 2 m'a plu, je pense qu'elle est largement recommandable si on a aimé la saison 1. Mais on va aborder le gros du truc, le scénar et le développement grosso modo de cette saison 2 qui est discutable sur bien des points, mais je vous inquiétez pas, je vais pas spoiler. Donc le gros de cette critique, le scénar de cette fameuse saison 2 de Star Trek Discovery. Alors, la première chose que je dois dire en termes de principe, c'est que la saison 2 va tourner autour du voyage temporel encore plus fortement que la saison 1, il y en avait déjà. On va dire plutôt que la saison 1 était plutôt basée sur les voyages parallèles, jouait un peu sur quelques épisodes sur les voyages temporels et c'était cool, mais c'était vraiment beaucoup plus sur les mondes parallèles que la saison se tournait et se concluait. C'était hyper intéressant et ça mettait beaucoup d'intensité dans la série, là où la saison 2 va beaucoup plus jouer sur le voyage temporel, être vraiment un des ressorts numéro 1 de la série. Alors, l'identité de la série, je ne l'ai pas dit avant, est toujours la même. Hein. Le principe du Star Trek Discovery, c'est de retrouver d'une certaine manière ce qu'avait pu faire à l'époque l'Enterprise, sans être l'Enterprise. Donc il fallait trouver des raisons pour que on découvre des cultures, que ce soit des cultures des personnages de l'équipage ou d'autres, au travers d'épisodes qu'on aille sur d'autres planètes, d'autres singularités, d'autres éléments. On découvre notamment les Talosiens dans cette saison, si je dis pas de bêtises, qui sont des êtres qui peuvent projeter des illusions extrêmement puissantes et qui étaient dans la série pilote, dans l'épisode pilote avec Christopher Pike, qui ont toute une intrigue autour de Christopher Pike. On découvre la planète natale de Saru, on découvre aussi... Enfin bref, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont découverts. On découvre aussi des singularités dans l'espace-temps, bref, avec des trous noirs, des trous de verre, des choses comme ça. Bref, et qui jouent beaucoup sur le temps, la perception du temps, où les personnages commencent à voir des choses qui se passent légèrement avant, légèrement après, à cause du mouvement des tachyons. Je vous passe les détails. Tout ça pour dire, je m'y connais pas en philosophie. Putain, je suis dead. Je m'y connaissais pas en sciences physiques, c'est juste que voilà, je sais que les tachyons ont quelque chose à voir avec le déplacement du temps. Je crois, voilà. Vous pouvez me tomber dessus ou me donner la leçon, il n'y a pas de souci sur le sujet, je suis un glandu. Mais grosso modo, ça donne beaucoup d'épisodes et de doubles, triples épisodes très intéressants. Donc ça, c'est l'identité de la série, et il fallait trouver une raison, donc c'est ces fameuses manifestations qui vont être liées à un être que les personnages vont vite nommer l'Ange Rouge, et qui va revenir de manière récurrente dans la saison, pour grosso modo attirer le Discovery. Enfin vous verrez, c'est un peu plus compliqué que ça, je ne veux pas spoiler. Donc déjà, premièrement sur cet axe-là, évidemment, comme c'est du voyage temporel, il y a toujours le fameux truc du on peut tout régler en retournant dans le temps, et je vous rassure tout de suite, heureusement la série ne fait pas ça, à cette finesse-là, tout comme dans la saison 1, les mondes parallèles ne permettaient pas de tout résoudre, et c'est bien ça qui fait une des qualités de Star Trek Discovery. Je suis obligé de mettre un gros bémol à ce que je suis en train de dire, c'est que la série fait rétro-pédale un peu sur certains personnages, et décide, je pense, de manière discutable d'annuler certaines décisions très fortes faites dans la saison 1, et je trouve que c'est un peu dommage, même si ça donne lieu à d'excellents dialogues, à d'excellents passages d'épisodes. Il faut se méfier on conserve tout le casting tout le temps. C'est toujours très discutable, et je pense que c'est une des natures qu'on sentait dans la saison 1 et qui est un peu abandonnée dans cette saison 2, qui était de transformer clairement l'équipage de manière assez radicale, par morceaux, mais clairement de manière radicale. Je pense que c'est quelque chose qu'ils doivent garder dans l'identité de la série, notamment le changement de capitaine, il était très intéressant. Il change vraiment la nature de chaque saison de manière très forte. Je trouve que c'est vraiment une des forces de l'identité de Star Trek Discovery.
Donc ça c'est le premier axe. Il y a tout ce travail sur le voyage temporel, mais je vous le dis, il n'y a pas vraiment de tarte à la crème, mis à part la toute fin de la saison et le futur de Spock, qui est supposé rejoindre celui de la série canon, et qui donc par définition fait des choix un peu radicaux. Il faut être clair, auquel je crois pas des masses, c'est un peu gros. Il est très improbable que Spock fasse ce qu'il dit à la fin de la saison, alors qu'il partage tellement de choses avec le Capitaine Kirk, je vais être clair, hein, donc il est supposé jamais parler de sa sœur au Capitaine Kirk pour que ça rejoigne la série classique, la série canon, mais honnêtement non, c'est impossible de croire avec tout ce qu'il vit dans la série, les films et ainsi de suite, qu'il ait jamais évoqué à un moment donné auprès de James T. Kirk sa sœur, surtout dans le contexte où il l'a connue, machin, blablabla, c'est impensable, vraiment absurde. Donc, je comprends la logique, mais ça tient pas debout. C'est vraiment juste pour que les séries puissent se marrer et que cette saison 2 a pu aller jusqu'au bout. Et je serais pas surpris que Bryan Fuller ait quitté la série pour ce genre de choses, puisque c'était lui le scénariste qui devait faire tenir tout cet univers canon et qui s'y était engagé. Et je pense qu'à un moment donné, il a dû s'opposer à Alex Kurtzman et à dire non, on n'ira pas faire ça pour faire une bonne saison, ça me plaît pas, ça me convient pas, et ça ressemble à Bryan Fuller d'être aussi intransigeant. La preuve, quand on lui a cassé les pieds sur la saison 2 de American Gods, il s'est barré. Voilà, mais grosso modo, c'est vrai, ça fonctionne pas, c'est un peu tiré par les cheveux cet effet-là du saut temporel. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé la série et la saison 2, donc je n'ai pas de problème avec ça, et je m'en fiche que ça soit complètement canon au final, surtout si on vient pas me le redire dans les saisons suivantes, si c'est juste pour cette saison-là. Mais je comprendrais que certains disent, voilà, c'est pas canon, c'est plus canon, donc faut plus venir dire à longueur de conférences et de Comic-Con que la série est canon, qu'elle rejoint tout l'univers de la série Star Trek, alors que, visiblement, par l'introduction du Capitaine Pike et par ce qui se passe avec Spock, c'est pas vrai. Donc ça c'est une première chose. Le deuxième grand axe de cette saison 2, c'est donc l'introduction de l'entreprise du personnage de Spock, et je trouve que globalement ça marche bien, je viens déjà de le dire, je ne vais pas faire très long, mais la relation qu'il a avec Michael Burnham est vraiment très bonne. Ils ont vraiment une confrontation qui est très aiguë et qui est rare dans les séries Star Trek, et j'ai pas vu beaucoup les séries Star Trek, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pour le coup une densité, une violence dans leur rapport qui est nouvelle, et qui fait du bien à la série, qui donne de la noirceur, de la violence, qui renvoie aussi de manière vraiment fine au rapport frère-sœur, frère-frère, dans les rapports familiaux, que c'est pas toujours évident, que c'est parfois tendu, que ça peut vraiment tourner à la noirceur, à la violence, parce que on se fait des violences pour de bonnes, pour de mauvaises raisons, et c'est très beau, et j'ai trouvé que c'était pour le coup une des grandes qualités de cette saison-là, c'était d'avoir créé ce rapport frère-sœur entre Spock et Burnham. Ça donne beaucoup de densité à une grande partie des épisodes. Vraiment, pour moi, le personnage de Spock est vraiment bien. Il ressemble à Spock, il est différent, c'est un Spock différent, c'est clair, mais parce qu'il traverse des choses très particulières, mais il est vraiment très intéressant, et on finit par avoir je trouve un Spock différent, mais très intéressant. Voilà, je veux vraiment pas spoiler, je veux pas pérorer là-dessus 15 ans. Le dernier axe sur lequel je pourrais revenir sur le scénario, c'est que le développement de cette saison est dû au fait qu'ils doivent suivre les manifestations de l'Ange Rouge c'est un peu chaotant, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu, on est obligé d'attendre que l'Ange Rouge se manifeste, ça met un peu de temps à se débloquer, même si à chaque fois qu'ils vont sur une manifestation de l'Ange Rouge, il se passe des choses très fortes, et au niveau scénario et intensité, c'est cool. J'ai trouvé que ça avait moins d'impact moins de noirceur que la saison 1, et c'est dommage parce que c'était vraiment très fort dans la saison 1, comme on avait... Alors, il y a de nouveau dans cette saison 2 des passages gore et des moments assez violents, mais je trouve que la saison 1 l'assumait beaucoup mieux. Et il y avait tout le centre de la saison, notamment des épisodes sur le passage temporel, qui était une boucle temporelle qui était d'une violence dingue, qui était vraiment très très violent. On voyait vraiment les personnages en baver, mais c'était très fort. Pareil pour la fin de saison, qui était waouh, qui était noirissime. Là, je trouve qu'on perd un peu ça. L'idée, je pense, de la série, c'est de suivre un petit peu l'identité des capitaines. Comme le capitaine Lorca était un personnage plus ambigu, on avait beaucoup plus de violence subie par l'équipage, beaucoup plus de passages noirs et ainsi de suite. Là, dans cette saison 2, comme c'est Christopher Pike, on est plus sur quelque chose de moral et qui tient beaucoup plus la route. Il y a aussi cette idée que le Discovery devient de plus en plus un équipage soudé, avec des principes très forts. Donc forcément, la violence et la noirceur est un peu en retrait, même si on voit des choses assez glauques et violentes. On a notamment à un moment donné un bébé mort et des choses comme ça. Donc voilà, il y a des têtes décapitées, voilà, on s'amuse quand même, mais il y a plus cette noirceur-là qui m'avait quand même impressionné dans la saison 1 et qui me semblait être dans l'ADN de la série. Montrer que Starfleet, c'était aussi des équipages qui vivaient des choses très très violentes et pas forcément qui se finissaient facilement bien. J'espère qu'ils vont retrouver ça pour la saison 3, parce que je pense que c'est un léger pas en arrière, c'est genre un demi-pas en arrière, mais c'est dommage parce que ça enlève un petit côté vraiment original et noir à la série.
De là à dire que ça enlève de la qualité globale et que la saison 2 vaut pas quelque chose, non, il y a vraiment des super moments, et comme je dis, les personnages sont confrontés à des sales trucs, vraiment c'est par moments bien sale. Mais de là à dire que c'était... La saison 1 m'avait impressionné, je vais être clair, il y a vraiment des parties de fin de la saison 1 notamment, je me disais, waouh, putain, mais ce qu'ils vivent, c'était vraiment très violent, et je trouve que la série le rendait non seulement par des effets gore, certes, mais aussi par la violence psychologique que les personnages subissaient à longueur de tension dans la situation où ils se trouvaient. Je trouvais ça très intéressant. Là, c'est un peu présent, il y a des moments très forts, notamment les épisodes sur Saru et sur sa race sont très intéressants, mais je trouve que c'est comme un peu en retrait par rapport à la noirceur que la première saison avait pu donner. Je vais pas pérorer plus longtemps, et je vais vous parler tout de suite, je vais vous donner tout de suite ma conclusion. Alors, je vais aborder ces conclusions en modérant un petit peu ce que je viens de dire sur le scénario. Oui, je trouve qu'il y a un demi-pas qui est fait en arrière. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a quand même une sacrée noirceur et une sacrée urgence dans les derniers épisodes qui marche bien, notamment face à l'antagoniste principal de la saison, qui au final est plutôt intéressant. Pas forcément, encore une fois, aussi bon que celui de la première saison, il faut être clair, je veux rien spoiler, mais ça reste quand même... bien classe, le trajet des différents personnages, les choses auxquelles est confronté Burnham toute la saison sont vraiment très forts. Pareil pour l'ancienne Tilly qui est de plus en plus confrontée à des choix moraux forts. Stamets qui lui aussi dans sa vie intime est très secoué dans cette saison-là. J'ai oublié de parler du personnage aussi du petit copain de Michael Burnham, Ash Tyler, qui revient et qui lui aussi vit une situation très particulière. Pour le coup, que je trouve... heureusement un peu plus en retrait parce qu'il y a c'est grosso modo des intrigues qui tournent autour des Klingons et je trouve pas que c'est ce qui était les mieux réussi dans la saison 1, mais là pour le coup ça devient un peu plus mûr dans cette saison 2 et c'est plutôt cool aussi. Bref, tout ça pour dire les différents personnages évoluent bien et il y a de la noirceur dans chacun de leur trajet, donc faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est présent, mais je trouve qu'il y avait une chape de tension dans la saison 1 globalement qui était par moments beaucoup plus tendu, même si encore une fois cette fin de saison 2 est très bien et qu'il y a de la belle tension et tout ça et que c'est pas mal. Mais c'est un peu moins... On sent le fait que ça se finira, je caricature, pas si mal, mais je caricature, parce que franchement il se passe quand même des trucs bien sympathiques. Tout ça pour dire que cette saison 2 vaut le coup. Je vous conseille encore une fois de regarder Star Trek Discovery, c'est vraiment une des très bonnes séries actuelles, au-delà de son côté Star Trekien, au-delà de son côté série de science-fiction, avec, encore une fois, comme je disais, ce principe démocrate à la base très très fort, philosophie très à gauche américaine, c'est-à-dire une société horizontale, Starfleet, qui est pensée pour être d'abord une métaphore de ce que l'humanité pourrait être si on mettait de côté nos différences culturelles et qu'au contraire on s'unissait dans ces différences pour amener plus loin le savoir, pour aller plus loin dans la recherche de la vérité, du pourquoi on est là et de toutes ces choses-là, on aurait probablement... C'est un fantasme très fort d'humanité en quelque sorte, et c'est vrai que c'est un peu... On peut trouver ça cucu, pas très intéressant à la base, mais je trouve qu'encore une fois dans Star Trek Discovery, contrairement à d'autres séries Star Trek qui sont réellement pour elles, je trouve... Je caricature cucu dans la manière dont il le montre, un peu naïf. Là, pour le coup, c'est pas naïf du tout. Les personnages sont vraiment confrontés à des conflits moraux qui sont difficiles à dépasser, et ça leur demande des efforts d'aller au-delà, de devenir une meilleure humanité. Ça leur demande de franchir vraiment des étapes dures et violentes, et d'aller contre leur nature pour la bonne cause, de faire des sacrifices quand ils n'auraient pas forcément envie de le faire, ni dans les conditions qu'ils le veulent, d'être coincés dans des situations difficiles très longtemps, et de subir la tension parce qu'il le faut pour se sauver les uns les autres et tout. Donc il y a cette nature-là qui est mieux montrée, cette humanité est confrontée est mise à l'épreuve. Et je pense franchement que c'est un niveau supérieur d'écriture des séries Star Trek. Je n'ai pas encore vu la série Star Trek Picard, qui n'est pas encore finie, mais quand je l'aurai vue, je vous en parlerai certainement, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un rétropédalage par rapport à Star Trek Discovery, mais encore une fois, on verra une fois que la série Star Trek Discovery sera finie, et qu'elle aura évolué très fortement. En tout cas, je vous renvoie encore à cette série, regardez-la, très intéressante. La saison 2 est bien au niveau de la saison 1, elle est vraiment bien aussi, différente et vraiment bien. Aux fans de Star Trek, ne soyez pas trop à cheval sur les principes vis-à-vis des séries canon, sinon vous allez rejeter cette série un peu trop facilement, et c'est dommage parce que elle est pleine de qualité. Bref, si vous voulez faire une bonne série de science-fiction, plutôt dark, plutôt avec des petits côtés gore, et qui ose franchir certains paliers moraux et ainsi de suite, ouais, vous pouvez regarder Star Trek Discovery. Est-ce que c'est il faut le dire tout de suite, est-ce que c'est une des meilleures séries actuelles? Est-ce qu'elle est au niveau de ce qu'a pu faire l'effet Game of Thrones à l'époque? Non. Est-ce qu'elle franchit une qualité de réalisation au niveau de Breaking Bad? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais dans son genre et dans sa
non, même pas dans son genre, dans les séries actuelles, elle est quand même le haut du panier. C'est très bien écrit, c'est très bien produit, et il y a vraiment, à un moment donné, une qualité globale de réflexion et d'émotion, de gamme d'émotions qui est très vaste. Ça vaut le coup, quoi. Regardez Star Trek Discovery, c'est vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez aimé, pas aimé, si vous trouvez que j'en ai rajouté, ou au contraire que j'ai oublié certaines choses de qualité dont j'aurais dû parler, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre écoute encore une fois, ça fait plaisir d'être suivi, de voir que vous êtes là chaque semaine. Et tous les 4 jours maintenant, parce que je suis un peu vénère en ce moment au niveau podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. N'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, la totale. Et bien sûr à me dire ce que vous en pensez sur la plateforme que vous voulez. C'est ça qui m'intéresse le plus, échanger avec vous et apprendre avec vous, même si je me parle à moi-même pendant des heures et que vous m'adorez pour ça. Bref, ça suffit, hein, hashtag auto-congratulation de connard. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao. Abonne-toi. Ouais, bon, ok. J'ai atteint la limite là, non ?